Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Certains liens affectifs ont une particularité troublante. Ils donnent l'impression d'être très puissants, presque impossibles à rompre, même lorsque l'on sent au fond de soi que quelque chose ne fonctionne pas vraiment. Une personne peut se retrouver profondément attachée à quelqu'un qui, en réalité, n'a pas la capacité émotionnelle de lui offrir ce dont elle a besoin. Et pourtant, elle reste, elle attend, elle espère. Pourquoi? Pourquoi l'âme humaine s'obstine-t-elle à chercher de la lumière là où il n'y a que de l'ombre? Pourquoi certaines personnes reviennent-elles encore et encore vers quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas leur donner ce que leur cœur réclame avec tant d'insistance? Ce n'est pas une question de naïveté, ce n'est pas non plus une question de faiblesse, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, quelque chose qui prend racine dans les couches les plus obscures de notre histoire psychique, dans ce que Carl Gustav Jung appelait la blessure originelle, cette fracture invisible qui se forme au tout début de la vie et qui, des décennies plus tard, continue de dicter nos choix amoureux avec une précision troublante. Aujourd'hui, nous allons explorer cette blessure ensemble, pas pour vous faire souffrir davantage, mais pour vous donner les clés de compréhension qui permettent de transformer la douleur en conscience. Parce que comprendre pourquoi on aime quelqu'un qui ne peut rien nous donner, c'est déjà le premier pas vers la liberté. Arrêtez-vous un instant, respirez. Laissez cette question descendre en vous, pas dans votre tête, dans votre corps. La psychologie jungienne nous enseigne que l'être humain ne choisit pas ses attachements au hasard. Chaque lien affectif puissant est porteur d'un message symbolique, d'une invitation de l'inconscient à regarder quelque chose en face, quelque chose que l'on préférerait éviter, quelque chose que l'on a appris très tôt à enfouir sous des couches de sourire, d'adaptation et de silence consenti. Jung parlait de la psyché comme d'un système vivant, en perpétuelle recherche d'équilibre. Et lorsqu'une blessure ancienne n'est pas intégrée, n'est pas reconnue, elle trouve un autre chemin. Elle se projette, elle se rejoue, elle choisit des visages, des situations, des relations qui ressemblent, de façon parfois déconcertante, à la scène originelle de la douleur. C'est ce que les jungiens appellent la compulsion de répétition, mais Jung lui donnait une dimension plus vaste, plus spirituelle. Pour lui, cette répétition n'était pas seulement un mécanisme pathologique, elle était une invitation de l'âme à guérir ce qui n'a pas encore été guéri. Voilà ce que nous allons démêler aujourd'hui, ensemble. Il existe une figure centrale dans la psychologie jungienne qui éclaire de manière saisissante ce phénomène. C'est l'archétype de l'anima et de l'animus. Pour faire simple, sans trahir la profondeur du concept, chacun de nous porte en lui une image intérieure du féminin et du masculin. Cette image n'est pas abstraite, elle est chargée d'affect, de mémoire, de désir et de peur. Elle s'est formée à travers nos premières expériences relationnelles, principalement avec nos figures parentales. Et voici le point crucial. Lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un, nous ne tombons jamais amoureux uniquement de cette personne réelle. Nous tombons amoureux, en partie, de la projection que nous faisons sur elle. Nous projetons sur elle notre image intérieure, notre archétype intime. Et c'est pourquoi certaines rencontres semblent si immédiatement intenses, si immédiatement familières, comme si l'on avait déjà connu cette personne depuis toujours. Le problème, c'est lorsque cette projection recouvre quelqu'un qui n'a pas la capacité de correspondre à ce que nous cherchons vraiment. Lorsque la réalité de l'autre est masquée par la lumière aveuglante de notre propre désir de guérison. Sentez-vous ce que cela signifie? Prenez le temps d'y réfléchir. Vraiment, ce n'est pas que vous avez mal choisi. C'est que vous cherchiez quelque chose que l'autre ne pouvait tout simplement pas vous donner. Parce que ce quelque chose ne peut venir que de vous-même. Une femme de 47 ans, psychothérapeute de profession,
avait passé 10 à 8 ans à aimer un homme brillant, cultivé, sensible dans ses mots, mais imperméable dans ses actes. Un homme qui savait parler de l'amour avec une éloquence désarmante, mais qui se rétractait systématiquement dès que la relation exigeait une présence émotionnelle authentique. Elle le savait. Depuis longtemps, elle le savait. Et pourtant, elle restait. Elle décrivait cela comme une traction magnétique. Chaque fois qu'elle envisageait de partir, quelque chose en elle se contractait avec une violence inattendue, une pression dans la poitrine, une brûlure au creux de l'estomac, comme si son corps refusait catégoriquement l'idée de la séparation. Elle interprétait cette sensation comme la preuve de l'intensité de son amour, comme un signe que cet homme était irremplaçable. Mais lors d'une séance particulièrement silencieuse, alors qu'elle ne cherchait plus rien, qu'elle avait simplement posé les mains sur ses genoux et regardé par la fenêtre, quelque chose s'est déplacé. Une image est apparue, pas une pensée construite, mais une image brute, immédiate. Elle avait 6 ans. Elle était assise à la table du dîner familial. Son père était là, physiquement présent, mais le regard ailleurs, toujours ailleurs. Elle attendait qu'il la regarde. Elle attendait depuis des années qu'il la voie vraiment. La pression dans sa poitrine, qu'elle avait toujours attribuée à cet homme de 47 ans, était en réalité vieille de 41 ans. Ce n'était pas l'homme qu'elle ne pouvait pas quitter. C'était l'enfant qu'elle avait été, encore debout à cette table, encore en attente d'un regard qui n'était jamais venu. Et cet homme, sans le savoir, portait la silhouette de son père. Cette disponibilité promise mais jamais tenue, cette chaleur entrevue mais jamais offerte pleinement. 6 mois après cette reconnaissance, elle n'avait pas quitté sa relation par un acte dramatique. Elle l'avait quitté avec douceur, avec lucidité, comme on pose délicatement quelque chose que l'on portait depuis trop longtemps. Et pour la première fois, la pression dans sa poitrine avait disparu. Ce que cette femme avait découvert, Jung l'aurait formulé ainsi: nous ne choisissons pas nos partenaires avec notre conscience, nous les choisissons avec nos blessures. Voilà la vérité que peu de gens sont prêts à entendre, parce qu'elle dérange profondément l'image que l'on se fait de soi-même. Nous aimons penser que nos choix amoureux sont libres, réfléchis, nobles, que nous choisissons avec notre cœur. Mais Jung nous invite à regarder plus loin. Il nous invite à considérer que derrière chaque choix amoureux puissant se cache une configuration psychique ancienne, une blessure, une lacune, une quête inachevée. Cela ne signifie pas que nos amours ne sont pas réels. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont que des mécanismes psychologiques froids et dépourvus de beauté. Cela signifie simplement qu'ils sont chargés d'une profondeur que nous ne voyons pas toujours. Et c'est précisément cette profondeur qui leur donne leur intensité, mais aussi parfois leur aspect douloureux et répétitif. Respirez, laissez ce que vous venez d'entendre prendre sa place. La question qui se pose naturellement est celle-ci: quelle est la nature de cette blessure originelle? D'où vient-elle vraiment? Jung et les post-jungiens, notamment Donald Winnicott, et plus récemment, des auteurs comme John Bradshaw, ont exploré ce territoire avec une minutie fascinante. La blessure originelle n'est pas nécessairement le fruit d'un traumatisme spectaculaire. Elle peut naître de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus insidieux. Elle peut naître d'une absence répétée, d'un amour conditionnel, offert uniquement lorsque l'enfant se conformait à certaines attentes, d'un parent émotionnellement indisponible, non pas par malveillance, mais par sa propre blessure non guérie. Ce que l'enfant enregistre dans ces cas-là n'est pas une pensée articulée, c'est une sensation fondamentale, gravée dans le corps avant même que le langage ne soit disponible. Une conviction profonde qui dit « L'amour que tu mérites est un amour incomplet, un amour que tu dois mériter. »
un amour que tu dois aller chercher, encore et encore, même lorsqu'il n'est pas offert. Et cette conviction, devenue croyance inconsciente, devient le filtre à travers lequel l'adulte interprétera toutes ses relations affectives ultérieures, jusqu'à ce que la lumière de la conscience l'éclaire enfin. Voici quelque chose d'important à comprendre maintenant. La blessure originelle crée ce que les psychologues appellent un schéma d'attachement insécure. Il en existe principalement deux formes qui nous rendent vulnérables à ces liens impossibles. La première est l'attachement anxieux, où la personne a appris que l'amour était fluctuant, imprévisible, qu'il fallait le surveiller, le mériter constamment, et qu'une attention excessive portée à l'autre était la seule façon d'en assurer la continuité. La deuxième est l'attachement évitant, où la personne a appris que demander était dangereux, que la dépendance était une faiblesse et qu'il valait mieux ne pas avoir besoin de l'autre du tout. Ces deux profils s'attirent souvent avec une force magnétique, comme si l'inconscient de chacun reconnaissait dans l'autre la configuration familière de sa propre blessure. C'est là que la compréhension jungienne devient véritablement éclairante, car Jung ne s'arrêtait pas à la description du mécanisme. Il cherchait toujours à comprendre ce que l'âme cherche à travers la souffrance, et ce qu'il observait, c'est que ces relations douloureuses portent toujours en elles une invitation à retrouver ce qui a été perdu, à intégrer ce qui a été nié, à devenir plus entier. Faites une pause maintenant, placez doucement votre main sur votre sternum, respirez lentement, profondément, retenez l'air quelques secondes, puis relâchez complètement. Pensez à un lien dans votre vie, passé ou présent, où vous avez attendu quelque chose qui ne venait pas. Ne construisez rien. Laissez simplement cette image venir à vous, naturellement. Respirez encore. Observez ce qui se passe dans votre corps. Une tension dans les épaules, une constriction dans la gorge, une chaleur dans le ventre. Ne jugez pas ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à l'expliquer tout de suite. Comptez jusqu'à 3, lentement, en gardant la main sur le cœur. Ces sensations sont des messagers. Elles ne sont pas des ennemis. Elles sont les gardiennes de votre vérité la plus intime. Restez encore un moment dans ce silence. Puis, doucement, revenez. Jusqu'ici, nous avons exploré comment les blessures de l'attachement précoce orientent nos choix amoureux vers des figures qui répètent la configuration originelle de la douleur. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque l'on se retrouve à excuser des comportements blessants en les interprétant comme des preuves d'amour déguisées. Mais il y a quelque chose de plus profond que nous n'avons pas encore abordé. Pourquoi cette attente particulière nous donne-t-elle l'impression d'être vivants d'une façon que rien d'autre ne semble pouvoir reproduire? Il y a une dimension de ce phénomène que l'on évoque rarement. Et pourtant, elle est au cœur de l'expérience vécue. C'est le fait que ces relations impossibles procurent une forme d'intensité émotionnelle qui peut devenir en elle-même une dépendance. Lorsque l'amour est stable, prévisible, offert avec constance, il peut paraître, à celui qui a grandi dans l'incertitude affective, étrangement plat, presque ennuyeux, pas assez réel, pas assez fort, car le système nerveux de celui qui a grandi dans l'imprévisibilité affective a été calibré pour l'intensité. Il a appris à associer l'amour à la tension, à l'attente, à l'espoir douloureux, et ce qu'il interprète comme de la passion, comme de l'amour profond, est souvent le signal familier de cette tension d'enfance. C'est pourquoi les relations sereines et équilibrées peuvent sembler fades. Ce n'est pas que l'amour y est absent, c'est que le système intérieur ne le reconnaît pas comme amour, parce qu'il ne ressemble pas à la douleur. Voilà une vérité qui demande du courage pour être regardée en face.
Un homme de 52 ans, ingénieur de formation, avait passé toute sa vie adulte à collectionner ce qu'il appelait lui-même des « amours impossibles », des femmes brillantes, magnétiques, inaccessibles d'une façon ou d'une autre, l'une mariée, l'autre perpétuellement distante, une troisième qui alternait entre une passion dévorante et des silences de plusieurs semaines. Sans explication, il décrivait ses relations avec une précision mélancolique. La phase d'attente, ce silence qui précède un message, cette soirée où l'on ne sait pas si l'autre va se manifester, lui procurait une acuité sensorielle extraordinaire. Il se sentait vivant d'une façon qu'aucune autre circonstance ne semblait pouvoir lui offrir. Son travail, pourtant stimulant intellectuellement, ne lui donnait pas cette sensation. Ses amitiés, solides et précieuses, non plus, ce n'est que bien plus tard, au cours d'un travail d'analyse approfondie, qu'il a mis des mots sur quelque chose qu'il portait depuis l'âge de 9 ans. Sa mère, femme extraordinairement charismatique, débordée par ses propres tourments, avait des périodes de grande présence, de tendresse débordante, suivies de retraits inexplicables, de froideur hermétique. Il ne savait jamais à quelle mère il allait avoir affaire. Et dans cette incertitude, il avait appris à lire les moindres signes, à anticiper, à se tenir prêt. Il avait développé une hypersensibilité aux variations émotionnelles de l'autre qui, à l'âge adulte, se transformait en une fascination pour les personnes imprévisibles. Une nuit, incapable de dormir, il a pris un carnet et il a écrit, d'un seul élan, sans s'arrêter, tout ce que la femme distante de sa vie lui rappelait de sa mère. Les similitudes étaient confondantes. La même façon de sourire lorsqu'elle était contente, le même regard qui se voilait sans prévenir, la même façon de rendre le retour encore plus doux après une absence prolongée. Il n'a pas pleuré cette nuit-là. Il a ressenti quelque chose de plus étrange encore, un mélange de soulagement et de vertige, comme si quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie venait enfin de lui être révélé. La passion qu'il prenait pour de l'amour était en réalité une tentative inlassable de résoudre l'énigme d'une mère qui ne pouvait pas être constamment là. Certaines blessures ne se soignent pas en trouvant enfin quelqu'un qui peut les combler. Elles se soignent en comprenant qu'elles appartiennent à un chapitre qui est déjà terminé, ce que Jung appelait le processus d'individuation. Ce long chemin vers la plénitude de soi-même passe inévitablement par cette étape délicate. Reconnaître que certains besoins que nous projetons sur l'autre sont en réalité des besoins envers nous-mêmes, des besoins d'être vus, d'être reconnus, d'être aimés inconditionnellement, des besoins que l'on a d'abord cherché à satisfaire auprès d'un parent qui n'en avait pas la capacité, puis auprès d'un partenaire qui, par une ironie cruelle de l'inconscient, présente exactement la même limitation. L'individuation, dans ce contexte, ne signifie pas devenir froid ou autosuffisant. Elle signifie développer la capacité de se donner à soi-même ce que l'on cherchait désespérément chez l'autre. Apprendre à s'offrir cette présence, cette reconnaissance, cette validation que l'enfant attendait et que l'adulte continue d'attendre en dehors de lui. Ce n'est pas un processus simple. Il ne se résout pas en une séance de méditation ou en une prise de conscience soudaine. C'est un travail de longue haleine, souvent douloureux, mais d'une richesse psychique inégalable. Arrêtez-vous, respirez, sentez ce qui se passe en vous en ce moment. Il existe un autre mécanisme jungien qui éclaire ce phénomène avec une acuité particulière. La projection de l'ombre. Nous avons tous une partie de nous-mêmes que nous n'avons pas intégrée, des aspects de notre personnalité que nous avons appris à nier, à refouler, à considérer comme inacceptables. Ces aspects forment ce que Jung appelait l'ombre. Or, ce que l'on nie en soi-même, on le perçoit avec une intensité particulière chez les autres.
Si vous avez appris que votre colère était dangereuse, que vos besoins étaient trop envahissants, que votre vulnérabilité était une faiblesse, vous allez être fasciné, presque hypnotisé par des personnes qui semblent porter ces qualités avec une liberté déconcertante. Des personnes qui s'expriment sans retenue, des personnes qui semblent n'avoir besoin de personne, des personnes dont la distance elle-même semble être une forme de liberté. Et cette fascination peut se confondre avec de l'amour. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la psyché humaine. Nous tombons parfois amoureux de la liberté que nous n'avons pas encore eu la permission de nous accorder. Voici maintenant ce qui rend ces liens si difficiles à rompre, même lorsque l'on a pleinement conscience de leur nature. La raison, c'est que rompre ce lien ne signifie pas seulement perdre une personne. Cela signifie abandonner l'espoir. L'espoir que cette fois, ça marchera. L'espoir que l'autre changera. L'espoir que si l'on est suffisamment patient, suffisamment aimant, suffisamment présent, quelque chose finira par se déverrouiller. Et cet espoir-là n'est pas seulement dirigé vers cette personne en particulier, il est dirigé, en dernière instance, vers la scène originelle. C'est l'espoir que l'enfant qui attendait à cette table finira par être vu, finira par être aimé de la façon dont il avait besoin. Quitter la relation, c'est donc, symboliquement, renoncer à cet espoir. Et c'est l'une des choses les plus douloureuses que l'être humain puisse faire. Mais voici ce que Jung nous propose. Ce n'est pas en maintenant l'espoir vivant vers l'autre que la guérison advient. C'est en retournant cet espoir vers soi-même, en comprenant que ce que vous cherchiez à l'extérieur peut naître à l'intérieur. Jusqu'ici, nous avons vu comment la blessure originelle se rejoue dans les relations amoureuses, comment l'intensité émotionnelle peut se confondre avec de l'amour, et comment la projection de l'ombre amplifie l'attraction vers des personnes inaccessibles. Dans la réalité de tous les jours, cela prend la forme de cycles répétitifs. On quitte, on revient, on espère, on souffre, on part encore, sans jamais comprendre pourquoi on ne peut pas simplement tourner la page. Mais quelque chose de fondamental reste encore dans l'ombre. Quelle est la différence entre renoncer par épuisement et renoncer par guérison? Et pourquoi cette distinction change tout? C'est une question capitale. Parce que beaucoup de personnes quittent une relation douloureuse non pas parce qu'elles ont guéri, mais parce qu'elles sont épuisées. Et quelques mois plus tard, elles retrouvent exactement la même configuration avec quelqu'un de différent. Le visage a changé. La blessure, elle, est restée intacte. Quitter par épuisement, c'est couper le lien sans comprendre ce qu'il portait. C'est trancher le symptôme sans toucher à la racine. C'est pourquoi la simple décision de partir, aussi courageuse soit-elle, ne suffit pas toujours à mettre fin au cycle. Renoncer par guérison, en revanche, c'est un mouvement différent. C'est poser la relation, reconnaître ce qu'elle nous a appris sur nous-mêmes, honorer la part de vérité qu'elle portait et choisir de ne plus attendre que l'autre devienne ce qu'il ne peut pas être. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité psychique. C'est ce que Jung appelait le passage à une conscience plus élevée, non pas une conscience qui nie la douleur, mais une conscience qui la transforme. Prenez un moment maintenant pour vous tourner vers vous-même. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez lentement jusqu'au bas du ventre. Sentez le sol sous vos pieds, le poids de votre corps dans le siège. Pensez à quelqu'un envers qui vous avez eu des attentes profondes, des attentes que cette personne n'a pas pu satisfaire. Sans chercher à analyser, posez-vous cette question intérieure. Qu'est-ce que j'attendais vraiment de cette personne? Non pas ce que je voulais qu'elle fasse ou dise, mais ce que sa présence était censée me donner, comme sentiment, comme certitude intérieure. Laissez la réponse venir à son propre rythme. Ne la forcez pas. Respirez encore.
Observez si cette attente ressemble à quelque chose que vous avez déjà attendu ailleurs, longtemps avant cette relation. Reposez doucement cette question au fond de vous, comme une graine. Elle continuera de germer, même après que cette vidéo soit terminée. Une femme de 59 ans, ancienne directrice artistique, avait eu 3 relations importantes dans sa vie adulte. 3 hommes différents en tout point, l'un extraverti et solaire, l'autre renfermé et intellectuel, le troisième doux et attentionné en surface. Pourtant, en regardant en arrière, elle constatait avec une stupeur presque comique que les 3 lui avaient offert exactement la même expérience fondamentale, une promesse de profondeur émotionnelle qui n'avait jamais été tenue. Elle avait longtemps cru que c'était une malchance, puis elle avait cru que c'était une question de mauvais choix. Ce n'est qu'à 55 ans, lors d'un long voyage solitaire en montagne, qu'elle avait commencé à formuler une autre hypothèse. Chaque soir, seule avec elle-même, dans le silence de l'altitude, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait presque jamais connu dans ses relations. Une paix étrange, une forme de plénitude sans origine précise, comme si sa propre compagnie lui suffisait d'une façon qu'elle n'avait jamais autorisée. Et cette expérience l'a ramenée à une mémoire profondément enfouie. Enfant, elle était une petite fille vive, créative, débordante d'imagination. Sa mère, femme anxieuse et peu à l'aise avec les élans émotionnels, étouffait systématiquement ses enthousiasmes avec des mises en garde et des tempéraments. Ne t'emballe pas trop. Tu es trop dans les nuages. Sois plus raisonnable. Elle avait appris, très tôt, que sa propre richesse intérieure était excessive, dangereuse, qu'elle avait besoin d'être contenue. Alors elle avait cherché quelqu'un qui lui donne la permission de ressentir pleinement. Quelqu'un dont la profondeur émotionnelle légitimerait la sienne. Et chaque fois, elle avait choisi des hommes qui promettaient cette profondeur, mais qui, en réalité, en avaient peur autant qu'elle. Dans ce silence de montagne, elle a compris quelque chose d'essentiel. La permission qu'elle cherchait depuis 40 ans n'avait jamais appartenu à personne d'autre qu'à elle-même. Elle ne s'est pas transformée du jour au lendemain, mais quelque chose s'est ancré dans son corps cette semaine-là. Quelque chose de stable et de solide qu'aucun désamour ne pourrait lui enlever. Ce que nous portons en nous depuis l'enfance ne disparaît pas simplement parce que nous le comprenons, mais la compréhension profonde et incarnée est le début d'une transformation réelle. Jung écrivait que la prise de conscience ne guérit pas automatiquement. Ce qui guérit, c'est la relation à soi-même d'abord, puis la relation aux autres qui en découle. Il parlait d'une conscience qui descend du niveau de la tête vers le niveau du cœur, puis vers le niveau du corps. Une conscience qui ne reste pas dans l'abstraction intellectuelle, mais qui s'incarne dans la façon dont on se traite quotidiennement. Ce que cela signifie concrètement, c'est apprendre à se répondre à soi-même, apprendre à reconnaître ses propres besoins avant de projeter leur satisfaction sur l'autre, apprendre à identifier, en temps réel, le moment où l'on cesse de voir la personne réelle devant soi et où l'on commence à voir le fantôme de l'histoire ancienne. Ce n'est pas un travail que l'on fait une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une attention continue, une forme d'amour envers soi-même que l'on construit lentement, comme on construit une maison, pierre par pierre. Et cette maison intérieure, une fois construite, change radicalement la façon dont on entre en relation, non plus depuis la manque, depuis la faim affective, depuis l'espoir désespéré d'être enfin comblé, mais depuis la plénitude, imparfaite, inachevée, mais réelle. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette idée. Arrêtez-vous. Laissez-la vous toucher. Le paradoxe ultime que Jung nous révèle ici est celui-ci. Plus nous cherchons à obtenir de l'autre ce que nous n'avons pas reçu,
plus nous nous éloignons de la source réelle de ce que nous cherchons, et plus nous acceptons de regarder notre propre blessure avec compassion, sans l'exiger de l'autre, plus nous devenons capables de recevoir un amour véritable, parce que nous ne le chargeons plus de l'impossible mission de guérir ce que seul notre propre regard peut guérir. Ce n'est pas une idée romantique, c'est une réalité psychique que des milliers de personnes ont expérimentée au terme d'un travail intérieur authentique. Reconnaître la blessure, c'est le début. Cesser de la projeter, c'est le milieu. Apprendre à s'en occuper soi-même, avec douceur, avec patience, avec la même tendresse que l'on aurait pour un enfant en souffrance, c'est le cœur vivant du processus d'individuation. Ce voyage vers soi-même ne se fait pas en solitaire absolu. Jung ne prenait pas l'isolement, il prenait la conscience. Et la conscience, dans le domaine amoureux, signifie entrer en relation non plus pour être sauvé, non plus pour réparer une douleur ancienne, mais pour partager ce que l'on est déjà en train de devenir. C'est une différence immense entre chercher quelqu'un pour être complet et choisir quelqu'un parce que l'on commence à habiter sa propre plénitude, entre attendre d'être aimé pour se sentir digne et se savoir digne indépendamment de ce que l'autre peut ou ne peut pas offrir, entre revivre l'histoire et écrire un chapitre entièrement nouveau. Ce chemin existe, il est réel, il est difficile et il est beau, et il commence exactement là où vous vous trouvez en ce moment. Respires, sentescela. Ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui dessine une cartographie de l'âme qui, une fois vue, ne peut plus être ignorée. La blessure originelle, cette fracture précoce dans l'expérience de l'amour, ne condamne personne. Elle est une invitation à descendre plus profondément en soi-même que la plupart des gens n'osent aller, à regarder avec honnêteté ce que l'on cherche vraiment dans les bras de l'autre, à reconnaître la voix de l'enfant qui résonne encore dans les choix de l'adulte. Jung nous disait que nous ne pouvons pas changer ce que nous ne connaissons pas, mais ce que nous connaissons avec clarté, avec compassion, avec le courage tranquille de celui qui a décidé de se regarder en face, celui-là peut se transformer. La transformation ne ressemble pas toujours à une révélation soudaine. Elle ressemble souvent à une accumulation de petits actes de conscience. Un moment où l'on reconnaît l'attraction familière et où l'on choisit de ne pas la suivre automatiquement. Un moment où l'on reste présent à sa propre douleur plutôt que de la projeter vers l'autre. Un moment où l'on se dit, avec une douceur sincère, « Cette douleur m'appartient et je peux en prendre soin. » Ces moments, multipliés, constituent le chemin. Et ce chemin mène vers quelque chose que Jung considérait comme l'aspiration la plus profonde de la psyché humaine. L'intégration. Non pas la perfection, mais l'intégration. La capacité d'accueillir en soi-même la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité, le désir et le deuil, la capacité d'être, enfin, pleinement soi-même. C'est vers cela que vous cheminez, peut-être sans le savoir, chaque fois que vous choisissez de comprendre plutôt que de fuir, chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la répétition. Et c'est un chemin qui mérite d'être honoré. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.